Alors vous êtes directeur et fondateur de la revue Orps. Alors on va parler ensuite de son contenu, mais pourquoi ce titre Orps? En fait, Orbs, dans l'histoire des sciences, c'est le nom que l'on donnait aux sphères qui tournaient dans le ciel autour de nous, à l'époque de Newton, de Franklin. Et ce qui fait que ça a donné par exemple le mot orbital. Et donc Orbs, c'est l'abréviation, comme ça, du mot orbital, de cette planète en mouvement, de cette sphère qui tourne et qui nous fait des signes comme ça autour de nous. Justement, Orps se qualifie de l'autre planète, probablement par référence à la revue de Pauwels-Hébergier, qui était Planète. Comme planète, c'est un objet libre que certains appellent MOOC, magazine et book, hein, et consacré aux mutations d'aujourd'hui. Alors, si on devait en une phrase donner la spécificité de ce magazine book, vous diriez quoi? Orbs est une revue qui va rassembler des points de vue, des recherches, des découvertes par des pionniers, des visionnaires, des éclaireurs. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est un peu la revue du monde qui vient, mais c'est aussi la revue des mondes invisibles, que ce soit l'infiniment près, l'infiniment loin, l'infiniment lointain, l'infiniment proche, l'infiniment bref et l'infiniment long. On est vraiment comme ça sur les nouvelles conceptions de l'univers, les nouvelles compréhensions sur l'univers qui s'ouvrent à nous, tous azimuts, que ce soit l'art, la science, l'humanité et bien sûr la conscience. Le magazine est construit avec de nombreuses rubriques et avec des titres conceptuels intéressants. Par exemple, c'est la tradition croisée, c'est le croisement de la tradition et les expériences actuelles. Vous avez quelques articles à nous citer, quelques thématiques qui ont été traitées sur ce concept? Sur le concept des traditions modernes, par exemple, nous avons un article de Patrick Burenstenas qui concerne l'abécédaire de la langue des oiseaux. Et en fait, c'est assez rigolo de croiser cette connaissance traditionnelle de la langue des oiseaux, de la façon de décoder les mots, les lettres, de jouer comme ça avec le langage, et aussi de le croiser par exemple avec des sigles comme IBM, comme des noms de partis politiques, bref, de voir comment ces lettres-là vont faire sens quand on les analyse avec un autre regard. Bref, la tradition est encore vivante, et comme elle est encore vivante, elle est là aujourd'hui. Dans la rubrique Cosmos à rebâtir, qu'est-ce que vous nous avez proposé dans vos 6 numéros de Orps? Dans la rubrique Cosmos à rebâtir, par exemple, on va questionner l'hypothèse de la vie ailleurs. Donc on va croiser comme ça des connaissances entre l'astrophysique, mais aussi la philosophie des sciences. Et donc l'hypothèse de la vie ailleurs, au fil des âges, au fil des époques, qu'est-ce que ça nous instruit, qu'est-ce que ça nous dit, qu'est-ce que ça peut nous apprendre et surtout qu'est-ce que ça nous ouvre? Alors, des exemples d'articles que vous avez traités plus spécifiquement? Par exemple, là, dans ce Cosmos à rebâtir, un article plus particulier, c'était celui de la thermodynamique de l'économie. C'est-à-dire si on croise la science de la thermodynamique, donc en gros la chaleur, la dissipation d'énergie, l'entropie, le fait que comme ça l'énergie s'échappe et s'enfuit, c'est la science qui est à l'origine des machines thermodynamiques comme les machines à vapeur ou des choses de cet ordre-là, hein, c'est vraiment une science du 19e siècle. Eh bien, croisons cela avec l'économie. On parle d'une économie qui en surchauffe, d'une économie qui refroidit. Qu'est-ce que cela signifie si on croise les deux visions? Eh bien effectivement, on a une vraie possibilité de lire l'économie en tant que machine à énergie, en tant que machine à fabriquer de la chaleur ou au contraire à refroidir, et donc on rentre dans d'autres approches, dans des concepts comme ceux des structures dissipatives de Prigogine par exemple. Pour l'article qu'on a consacré à Muhammad Yunus, le prix Nobel de la paix, qui a ouvert le champ ou en tout cas qui dans sa parole ouvre un espace qui est celui de l'économie et de la spiritualité. Donc comment nous ne sommes pas des robots, nous sommes des êtres humains, et à ce titre-là, eh bien comportons-nous comme tels, y compris dans le champ de l'économie, y compris dans le champ des échanges. On n'est pas tout à fait dans le cosmos à rebâtir, on est plutôt dans les nouveaux termes de l'échange. Et donc ces nouveaux termes de l'échange, c'est-à-dire comment en fait on peut repenser, changer de regard, revoir notre façon de nous conduire dans ce qui se déroule entre nous, dans nos transactions, dans nos échanges, au premier rang desquels, bien entendu, l'économie. Et puis ça peut concerner la monnaie, ça peut concerner la façon dont on va envisager la nature comme étant un bien économique. Bref, si on change comme ça de regard en changeant de point de vue, eh bien en fait, on va voir les choses différemment. En voyant les choses différemment, ça élargit la conscience.
Alors on parle également des rubriques respiration inattendue. Est-ce que les implants magnétiques dans le OPS numéro 0, ça aurait pu faire partie de ces respirations inattendues ou vous l'avez mis dans une autre rubrique? Les respirations inattendues vont plutôt concerner en fait des ruptures de rythme qu'on va poser comme ça dans la revue à travers des cahiers images, à travers des cahiers photos qui peuvent être consacrés à des œuvres d'art ou à des paysages ou bien sûr à d'autres aspects de l'œuvre humaine. Parce qu'en fait, au-delà des mots, il va y avoir des formes qui vont être inspirantes et enseignantes par elles-mêmes, et le simple fait de contempler quelque chose, de contempler comme ça des images qui valent 1000 mots chacune, eh bien ça crée quelque chose, ou en tout cas ça fait taire le dialogue mental permanent qu'on peut avoir en tête. Les implants magnétiques que nous présentons par exemple dans le numéro 0 de la revue Orbs, c'est un sujet lui qui va plutôt concerner les frontières du vivant. C'est-à-dire, est-ce qu'on est encore humain, est-ce qu'on est encore un être vivant quand on se retrouve à se greffer des aimants au bout des doigts, et donc en fait à se modifier soi-même, et y compris surtout à artificiellement se fabriquer des sens qui vont enrichir nos perceptions. Et donc c'est un peu ces espaces-là que l'on questionne ou que l'on explore à travers cette rubrique. Quand on parle de l'énergie thermique des océans, on est dans quel chapitre? L'énergie thermique des océans, que l'on aborde dans le dernier numéro de la revue, le numéro 5, c'est un peu un sujet magique parce que on est dans des recherches d'avant-garde, et ces recherches d'avant-garde, elles sont tellement incroyables, elles sont tellement extraordinaires qu'on pourrait se dire que ça n'existe pas. Et en fait, nous, c'est vrai qu'au niveau de la revue, dans chaque sujet, on est dans une démarche encyclopédique. Dans chaque sujet, on va faire le lien entre ce qui s'est dit auparavant et ce qui se dit aujourd'hui, et aussi bien sûr en étant méticuleux dans le fait de sourcer les références qui permettent comme ça de raconter l'histoire de quelque chose. Et là, c'est le cas. On raconte l'histoire d'une technologie, de quelque chose qui est en train d'émerger, qui est le fait de récupérer l'énergie thermique des océans, c'est-à-dire en gros les différences de température qui existent entre la surface et 30 ou 40 mètres de fond, et de fabriquer de l'électricité avec celle-ci. Et il se trouve que, et c'est ça qui est assez magique, ou extrêmement savoureux, il se trouve que la France a une place privilégiée, prépondérante dans ce domaine. Tout d'abord parce que le premier à en avoir parlé, c'était Jules Verne, en lien avec D'Arsonval à son époque, on est dans les années 1870, 1880, par là. Et puis ensuite, on a Georges Claude dans les années 1930, qui est lui vraiment l'aventurier industriel. Georges Claude, c'est celui qui a créé Air Liquide. Donc on est vraiment sur un grand patron, ou sur en tout cas des grands patrons qui avaient une certaine volonté d'innovation et de responsabilité par rapport au capitalisme patriotique en quelque sorte. Et donc Georges Claude, lui, on a des équipés comme ça dans les années 1925-1930 où ils cherchent absolument à poser des tuyaux pour récupérer l'eau. Et puis enfin, mine de rien, après ça s'est un peu éclipsé, les Américains, les Japonais, les Indiens ont cherché un petit peu à explorer ce domaine, et aujourd'hui, depuis 4-5 ans, on a un retour de la France à travers un projet qui s'appelle Nemo, justement, clin d'œil fort judicieux aux propositions de Jules Verne, et donc le projet Nemo qui se passe bien sûr dans des eaux chaudes, et le nouvel avatar de cette vision qui est qu'on a de l'énergie qui est disponible, et pour un pays qui a beaucoup de côtes et beaucoup d'îles et beaucoup d'océans, il y a matière à se fabriquer de l'énergie propre. Et alors quand on parle de la conscience des bonobos qui utilisent des ordis ou des tablettes, là aussi on avait hésité, est-ce qu'on le mettait dans la conscience augmentée ou est-ce qu'on le mettait du côté des frontières du vivant? On l'a mis du côté des frontières du vivant, parce qu'en fait, cette situation incroyable, c'est-à-dire qu'en gros les bonobos sont les plus proches cousins de l'homme, c'est ceux où on a identifié une capacité d'intelligence et même une capacité de langage, de conceptualisation du langage. Ils sont capables d'apprendre des langages, mais aussi d'inventer des mots à travers la combinatoire de ces langages, donc c'est ce qu'on raconte dans cet article. Et surtout, comme on est à l'époque des tablettes, en fait, dans les centres d'apprentissage des langages des bonobos aux États-Unis, ils utilisent des tablettes. Ils utilisent des écrans tactiles pour communiquer à travers un langage qu'on qualifie d'idéographique, avec donc des formes qui représentent les idées, qui représentent les mots, la banane, le repas, la faim, la colère, la tristesse. Donc voilà, ils utilisent des mots pour communiquer avec les humains, et on a comme ça une espèce les frontières se brouillent au niveau du vivant, puisqu'on a des ordinateurs, on a des singes, des primates évolués, des grands singes, qui vont utiliser une tablette dans des postures qui sont vraiment... on a l'impression de voir des êtres humains ou des enfants en train de jouer avec. Et donc c'est cela que l'on raconte à travers les frontières du vivant. Alors fort de ces 6 numéros de Orbs qui paraissent donc à peu près 3 fois par an, c'est ça?
3-4 fois par an? Aujourd'hui, on est à 1 ou 2 numéros par an, puisqu'on est une revue fondamentalement indépendante, qui dépend de ses lecteurs, et donc c'est vraiment quand on a assez de sous qui remontent via les ventes et les abonnements, qu'on est en mesure de financer le numéro d'après, puisqu'il n'y a pas de publicité à l'intérieur, c'est une revue qui est imprimée en France, qui respecte des critères qu'on va qualifier d'écologiques, ou en tout cas d'écolo-compatibles, et donc voilà, donc il y a cette volonté de proposer un objet qui va être cohérent dans le fond et dans la forme. Et d'où le choix d'imprimer en France, de façon aussi à travailler main dans la main avec des talents et des compétences qu'on a localement. L'iconographie est gérée en interne. On a notamment dans le numéro 4 de la revue un sujet sur la magie et Kabbale qu'on a fait main dans la main avec le musée d'histoire et d'art du judaïsme, le MAGE à Paris, et donc on regarde beaucoup d'images, on s'imprègne, on s'imbibe, on plonge dedans pour en sélectionner quelques-unes, et qui sont des images qu'on ne va pas trouver sur Internet. Ça, c'est aussi un parti pris que l'on a adopté au niveau de la revue, c'est proposer quelque chose, on ne le trouve pas sur le net, parce que le réel est bien plus riche que Internet et l'espace électronique. Et donc, c'est regardons le réel, allons voir ces gisements de connaissances et ces joyaux et cette beauté et ces pépites qui sont là autour de nous, refaisons lien entre nous, refaisons lien avec comme ça des centres de connaissances et de ressources, et proposons cela à travers une agora, à travers un carrefour d'aujourd'hui qui serait un média qui est donc la revue Orbs, comme une encyclopédie du XXIe siècle à l'usage des honnêtes gens. Eh bien, merci beaucoup. Merci Jacques.